Il existe beaucoup de malentendus quand on pense aux États autoritaires. Prison, répression, torture, meurtre, peur constante. C'est probablement l'image classique que les gens ont en tête. Or, l'autoritarisme est une réalité bien plus complexe que cela. Certes, la répression est une réalité de ces régimes, mais pas nécessairement synonyme d'un peuple privé de sa liberté personnelle. En effet, comme le disait le prince de Talleyrand, on peut faire beaucoup de choses avec des baïonnettes, mais on ne peut forcer les gens à s'asseoir dessus, ce qui signifie que la violence ne peut être une solution à long terme. Une métaphore d'ailleurs reprise par son empereur Napoléon, qui disait que les méthodes terroristes sont un signe de faiblesse plutôt que de force. Un régime autoritaire durable ne sera possible que lorsque les gens seront capables de ressentir un véritable sentiment de soutien et de légitimité envers ceux qui les gouvernent. Or, toute la question est de savoir comment ce soutien et cette légitimité peuvent être créés. Autrement dit, quels sont les fondements du contrat social autoritaire? Le contrat social est probablement l'un des plus anciens concepts en philosophie politique. Bien qu'il ait été largement discuté durant la longue période des Lumières par certains des philosophes les plus influents de la tradition occidentale, à savoir Thomas Hobbes, John Locke ou Jean-Jacques Rousseau, il n'en demeure pas moins que Socrate et Platon parlaient déjà des raisons qui devraient justifier la soumission des gens à leur autorité politique. Tous ces individus ne partageaient pas le même avis sur les raisons profondes de cette déférence populaire et à leur instar, je suis certain que ma définition du contrat social ne fera pas l'unanimité. Je suis bien sûr pleinement conscient qu'il serait excessivement présomptueux de ma part de me comparer à ces grands esprits qui ont marqué durablement notre façon de penser l'homme et la société en tentant de rivaliser avec leurs théories, en plaidant pour des raisons morales profondes qui devraient expliquer pourquoi les gens devraient se dévouer à une autorité supérieure qui, en retour, leur imposera des obligations et limitera leur liberté personnelle. Or, ma vision est un peu différente. Au lieu de surestimer ce que les individus souhaitent réellement et de les regarder comment ils devraient se comporter en tant que citoyens, je crois qu'il est beaucoup plus utile d'analyser la manière dont ils se comportent empiriquement pour comprendre quels sont leurs désirs et attentes les plus élémentaires. Et au risque d'en choquer certains, ces attentes sont résolument terre à terre et ne visent pas la satisfaction d'idéaux moraux supérieurs. Certes, beaucoup qualifieront cette vision de réductrice en raison de sa ressemblance avec les contrats de travail typiques qui limitent le devoir des personnes de se soumettre à l'autorité de l'État uniquement dans la mesure où cette autorité arrive à fournir aux individus les avantages qu'ils espèrent recevoir. Ce qui liera les gens à une autorité supérieure et les amènera à reconnaître sa légitimité dépendra alors de leur calcul rationnel qui déterminera leur réponse à la question suivante. La dynamique actuelle entre moi et ceux qui gouvernent l'État me permet-elle de satisfaire mes besoins en tant qu'individu? En conséquence, la légitimité du contrat social est corrélée à la satisfaction de résultats purement utilitaristes. Les individus feront donc preuve d'un sentiment de loyauté et d'obéissance envers ceux qui sont chargés de les gouverner, tant que les décisions de ces derniers leur permettront de satisfaire leurs besoins. En contrepartie, lorsque les hommes d'État échouent à cette tâche, ils ont inévitablement tendance à perdre leur légitimité, ce qui amèneront les citoyens à remettre en question la raison d'être de leur soumission. Dans cette optique, je définis le contrat social comme un accord implicite entre les membres d'une société et leur État, conçu comme une forme de compromis où la légitimité de ce dernier et la soumission à l'autorité dépendront de la fourniture et la satisfaction de certains avantages au premier. Cela soulève la question suivante. Quels sont ces besoins qui sont des éléments essentiels du contrat social et qui transcendent la nature des régimes politiques? Quels sont les avantages les plus élémentaires que tous les citoyens du monde s'attendent à recevoir de leur société? Ce sont les suivants. Premièrement, la sécurité personnelle, c'est-à-dire la capacité de ressentir un sentiment constant de sécurité et de pouvoir profiter de la vie sans crainte de la perdre. Deuxièmement, la satisfaction du bien-être matériel, qui se réfère à la capacité de profiter de la richesse et des ressources en quantité suffisante pour soutenir sa vie et celle de ceux que nous soutenons. Cela fait également référence à la perception que nos conditions de vie s'amélioreront toujours, plus précisément à la perception que nous avons une vie matérielle meilleure que celle de nos parents et que nos enfants auront une vie matérielle meilleure que la nôtre. Et, troisièmement, la jouissance de la liberté personnelle,
c'est-à-dire notre capacité à profiter de la possibilité de poursuivre des actions personnelles sans avoir à faire face à des interférences de la part des autres ou des agents de l'État. Les deux premiers éléments constituent les fondements du contrat social de Vladimir Poutine. Après la chute de l'URSS, l'espoir que la démocratie puisse devenir une réalité en Russie était très élevé. Cependant, cet espoir s'est rapidement évaporé suite à l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine le 31 décembre 1999 et sa transformation progressive de la Russie en un État autoritaire, dont beaucoup disent aujourd'hui qu'il ressemble de plus en plus à la pire période de l'Union soviétique sous Staline en raison de ses méthodes répressives sévères contre les opposants. Inévitablement, ce récit sur les similitudes entre Poutine et Staline nous amène à nous demander si cette comparaison est appropriée ou plutôt une simple caricature. Certes, le contrat social de Poutine a en effet beaucoup de similitudes avec le contrat social soviétique, mais avec celui qui a été mis en œuvre après la mort de Staline. Contrairement au contrat stalinien qui reposait largement sur des contrôles coercitifs sur tous les aspects de la société, y compris la sphère privée des gens, celui qui a été mis en œuvre sous Khrouchtchev avait plus à voir avec le contrat autoritaire typique qu'avec un contrat totalitaire. Donc plutôt que d'utiliser une idéologie totalitaire pour contraindre les individus, une possibilité qui avait été sérieusement entravée suite au discours de Khrouchtchev lors du 20e congrès du parti en 1956, le soutien populaire au régime soviétique post-stalinien a trouvé ses fondements dans la fourniture de divers avantages au peuple, à savoir la mobilité sociale, des emplois garantis, des prix contrôlés par l'État pour les biens essentiels et des salaires toujours de plus en plus élevés. Le compromis que les gens devaient accepter était leur absence de liberté politique en échange de ces avantages. Donc, la solution de Khrouchtchev était donc de donner la priorité à l'amélioration de la qualité de vie des individus. Et cet engagement a été rendu explicite par les dirigeants soviétiques et a été codifié dans des documents officiels, comme lors du 22e congrès du Parti communiste en novembre 1961, au cours duquel le Politburo a déclaré que l'amélioration du bien-être social et l'augmentation de l'égalité distributive étaient des objectifs centraux de la politique du parti et a promis à la société soviétique de vastes augmentations à long terme des niveaux de revenus et de sécurité sociale. À partir de ce moment-là, l'objectif national du régime n'était plus la promotion du communisme à tout prix, mais plutôt de fournir à son peuple des niveaux de vie supérieurs à ceux des sociétés capitalistes. Plus précisément, le troisième programme du parti comprenait des promesses d'offrir à chaque citoyen soviétique la possibilité d'obtenir un diplôme universitaire, de fournir un logement individualisé aux familles et aux couples mariés, d'améliorer la qualité et l'accès aux établissements de soins de santé à travers le pays, d'étendre l'accès aux services de garde d'enfants et la durée des congés de maternité, et de réduire l'écart socio-économique entre les différents groupes. Dans les années subséquentes, le gouvernement soviétique a réussi à respecter ses promesses et à améliorer davantage les politiques sociales du pays, soit en augmentant les salaires et les allocations aux étudiants, en stabilisant ou en réduisant les prix de détail de divers biens essentiels et en mettant en œuvre de nouveaux programmes pour les familles à faible revenu avec de nombreux enfants. Ce contrat social s'est avéré essentiel dans le soutien enthousiaste du peuple soviétique à son régime et pourquoi le système a pu mettre un terme à ces tactiques terroristes de coercition qui étaient si typiques sous l'époque stalinienne. Toutefois, ce système avait un coût énorme. Ce contrat social a conduit à une augmentation massive des dépenses sociales qui sont passées de 27 milliards en 1960 à 117 20 ans plus tard, ce qui représentait une augmentation des dépenses sociales annuelles par habitant de 128 roubles en 1960 à 438 en 1980. Inévitablement, les coûts exorbitants du maintien de ce contrat social ont suscité de nombreuses préoccupations. Parmi celles-ci, la conviction que ce système freinait la croissance économique et la productivité en raison du coût excessif de ses garanties sociales. Des années 1960 jusqu'à la fin des années 1970, le compromis État-société a pu répondre à ces attentes. Les citoyens soviétiques ont vu une amélioration constante de leur vie matérielle qui, en retour, ont accepté de demeurer politiquement passifs. Cependant, au lieu de percevoir les problèmes à long terme de son contrat social, le Kremlin fut aveuglé par l'hubris des résultats à court terme. La décision de Brejnev de poursuivre le contrat post-stalinien, quelles qu'en soient les conséquences, signifiait qu'il serait inévitablement confronté à son incapacité à fournir les biens attendus
auquel le peuple soviétique était habitué, en raison de ses coûts de plus en plus élevés et de la baisse des revenus de l'État avec la chute du prix du pétrole dans les années 1980. Et on connaît la suite de l'histoire. L'URSS s'est effondrée principalement à cause de l'inefficacité de son modèle économique qui ne pouvait que conduire à l'érosion de son contrat social. Après la dissolution de l'Union soviétique, la Russie a volontairement et avec enthousiasme embrassé le libéralisme économique et politique sous le règne de son premier président Boris Eltsine, à travers sa célèbre thérapie de choc visant à passer rapidement de l'ancienne économie planifiée à un système d'économie de marché qui promettait d'améliorer le niveau de vie des Russes après une période d'ajustement difficile, mais devant être courte. Cette stratégie s'est avérée être une catastrophe pour le pays. De 1992 à 1999, le chômage, qui était une réalité inexistante en URSS, a augmenté de façon constante pour atteindre près de 15%, tandis que de nombreux travailleurs n'étaient tout simplement pas payés. De plus, le produit intérieur brut de la Russie a diminué de 40% au cours des années 1990. La production industrielle s'est contractée de 50% de 1992 à 1996 et son économie a fait défaut en 1998 sur les obligations libellées en roubles. L'hyperinflation a décimé les économies du peuple russe. Le prix de détail des biens de base a augmenté en flèche et l'ancien filet de sécurité soviétique qui garantissait l'accès aux soins de santé a été complètement détruit. En ce qui concerne la criminalité, plus de Russes sont morts de violences criminelles en 1993 que le nombre total de soldats russes morts pendant toute la guerre en Afghanistan, tandis que l'espérance de vie des hommes a diminué de 6 ans entre 1991 et 1994. Ce qui en a résulté fut l'appauvrissement d'une majorité écrasante du peuple russe. Et cette situation a jeté les bases du système poutinien. Car Vladimir Poutine s'est en effet fixé comme objectif de mettre fin au système Yeltsin. Comment? En réintroduisant le contrat social post-stalinien. En nommant des alliés proches à la tête des entreprises clés, Poutine s'est assuré qu'elles fonctionneraient désormais uniquement pour le bien de la Russie et de son peuple, principalement en nationalisant les secteurs économiques clés et stratégiques pour permettre à l'État d'avoir un plus grand contrôle sur la redistribution des bénéfices en contrôlant les dividendes au lieu de les laisser entre les mains du secteur privé. D'une certaine manière, l'objectif de Poutine était de réintroduire un contrat social de type soviétique qui se concentrerait sur l'allocation des bénéfices plutôt que sur l'efficacité économique en échange de la passivité politique de ses citoyens. Partant du fait que la plupart des protestations politiques résultent de griefs sociaux et économiques, Poutine a souligné dès ses premiers jours au pouvoir la nécessité de se concentrer sur le bien-être matériel des gens. Les programmes sociaux qui avaient été supprimés dans les années 1990 furent réintroduits. Les pensions ont non seulement été versées à temps, mais aussi indexées. De plus, la mise en œuvre de législation a rendu difficile pour les employeurs de licencier des employés et un système a été mis en place afin de protéger les travailleurs industriels employés dans des villes mono-industrielles contre la concurrence du marché. Le Kremlin a également prêté attention à d'autres groupes clés susceptibles d'initier des protestations, en particulier les retraités qui représentent une part importante des électeurs. En 2005, le gouvernement russe a dû faire marche arrière sur son plan de mise en œuvre de réformes sociales qui auraient remplacé de nombreux avantages hérités de l'Union soviétique que les retraités recevaient, comme les transports publics gratuits et les factures d'énergie réduites, en échange de versements en espèces, après que des milliers d'entre eux ont commencé à se rassembler dans des dizaines de villes, ont bloqué des routes et ont même, dans certains cas, détourné des bus, en plus de demander la démission de Poutine. Face à ces protestations, et voyant sa popularité décliner, Poutine a été forcé d'admettre que son gouvernement avait mal géré la réforme et a annoncé une augmentation des pensions des gens et la réintroduction de leurs anciens avantages. Même si le contrat social de Poutine a mis davantage l'accent sur l'augmentation des avantages de certains groupes sociaux, il n'en demeure pas moins qu'il a été, pour la plupart, un contrat qui a largement profité à l'ensemble de la population russe, qui a bénéficié d'une amélioration constante de son niveau de vie. Poutine a également réussi à répondre aux besoins de sécurité des gens, ce que Yeltsin n'avait pas été en mesure de faire. En effet, entre 1987 et 1993, le nombre d'homicides a augmenté de 246% et les vols avec violence de 592%. Or, de 2002 à 2021,
le taux de criminalité en Russie pour 100 000 habitants est passé de 30,33 à 6,80, tandis que le taux d'homicide est passé de 30 pour 100 000 habitants en 2002 à 7 pour 100 000 habitants en 2021. Cependant, comme c'est le cas avec tout autre contrat social de ce type, il reste vulnérable aux contingences extérieures qui peuvent entraver sa capacité à fournir les biens attendus par le peuple, tels qu'une crise économique, comme ce fut le cas en 2008, la baisse des prix du gaz ou bien des sanctions économiques. Quand c'est le cas, le soutien politique et la légitimité perçue des dirigeants tendent à s'éroder. Et en effet, à partir de la crise financière de 2008, le soutien populaire à Poutine ainsi que l'évaluation positive de la situation dans le pays ont commencé à diminuer de manière constante. Plus précisément, de 88% en septembre 2008, le soutien à Poutine est passé à 61% en novembre 2013, tandis que l'évaluation positive de la situation russe est passée de 64% en décembre 2007 à seulement 40% en décembre 2013. Plus précisément, la crise financière de 2008 a été suivie d'une diminution de la qualité de nombreux services publics tels que les soins de santé et l'éducation. Autrement dit, les effets de la crise ont été tout simplement plus forts que ses remèdes. Et avec l'effondrement des prix du pétrole, l'économie russe a été très durement touchée et s'est retrouvée dans une situation similaire à celle qu'elle avait connue au début des années 1980 lorsque la même situation s'était produite. Si la Russie avait pu bénéficier d'une croissance économique moyenne de 7% entre 1999 et 2008, elle n'avait en revanche connu qu'une croissance moyenne de 1% entre 2009 et 2020. Cela signifiait que la poursuite des politiques associées à un contrat social de type soviétique n'était plus possible. Vladimir Poutine fut forcé de penser à une nouvelle approche de la relation entre l'État et ses citoyens. C'est pourquoi un des éléments clés du contrat social de Vladimir Poutine après 2008 semble avoir été sa tentative de faire revivre une forme de légitimité idéologique en soutien à ses décisions. Quelque chose qui avait disparu en URSS depuis le processus de déstalinisation de 1956. Et ce soutien idéologique est venu sous la forme d'une renaissance de l'héritage slavophile du 19e siècle et qui a toujours joué un rôle significatif dans la psyché collective du peuple russe. Mais je n'entrerai pas dans ces détails à ce sujet dans cette vidéo aujourd'hui. Ce sera pour la deuxième partie dans quelques jours.